السلام عليكم. اليوم 30 شتنبر محطة أخرى ضد مشروع إفغاس. اليوم راحنا جايين نفس الهدف، وهو رفض ومحاولة يعني إرغام الدولة أنها تحيد هذا القانون اللي كيهدف لضرب الأطفال ديالنا والأجيال الجاية. فوالا حنا اليوم راه في هذه المظاهرة، وإن شاء الله ينتصروا على هذا القانون ويتحيد، لأن الأطفال ديالنا ماشي تجارب يجربوا فيهم هذه المشاريع اللي ضد الإنسانية وضد الكون، يعني ما يقبلها لا إنسان لا حتى الحيوان. واليوم نحن ننقلوا البث لكم إن شاء الله من هذه المحطة النضالية. السلام عليكم. Il y a grand-mère, il y a grand-père, il y a oncle, il y a tante. Voilà, c'est la famille. Et jamais de la vie on va vous laisser faire. Jusqu'à la mort, on ira. D'accord, jusqu'à la mort. Et on dira non, parce que c'est que non qu'on doit dire. Et c'est terminé, même s'il y a des lois, même s'il y a des décrets. C'est nous les parents, c'est à nous. Les enfants ne vous appartiennent pas. Il ne vous appartiendra jamais. Et on se battra jusqu'à la mort. Vous avez compris? Alors voilà, je fais ma révérence. Pour nous-mêmes, le souci et l'avenir de nos enfants, il est temps de faire entendre notre voix. L'un des points les plus préoccupants est le déni démocratique. L'exécutif ne peut plus simplement imposer ses décisions sans écouter les préoccupations des parents, du corps médical et du corps enseignant. Nous avons le droit d'être entendus. Nous exigeons une consultation citoyenne où nos voix sont prises en compte. Et parlons maintenant du SDBRAS, qui signifie sexuel. L'une de nos demandes majeures réside dans la suppression de toute référence à une quelconque sexualité des enfants. Il est essentiel aussi de comprendre que nos enfants, à un jeune âge bien sûr, n'ont pas de sexualité. Nous exigeons une éducation qui respecte leur développement naturel, qui préserve leur innocence, leur enfance. Nos enfants méritent de grandir en toute quiétude et en toute sérénité, sans être précipités dans des sujets qui les dépassent. Et c'est ça le problème. Ce décret menace leurs droits et leur intégrité. Rappelons ici l'importance de la Convention internationale des droits de l'enfant qui affirme le droit et les devoirs primordiaux des parents dans l'éducation de leurs enfants, et il est important de défendre ces droits. Il est essentiel aussi de parler de certains responsables politiques qui lancent des accusations non fondées envers des opposants et des Evras, en prétendant qu'ils seraient responsables des incendies des écoles, en les comparant à des terroristes. Dans un état de droit comme le nôtre, il est impératif de rappeler que nous devons d'abord déterminer avec certitude qui sont les auteurs de ces méfaits, plutôt que d'accuser d'office d'honnêtes citoyens, parents, grands-parents, soucieux de bien-être de leurs enfants. Avant de pointer des doigts, lancer des accusations hâtives, laissez la police et la justice d'abord faire leur travail. Aujourd'hui, il est important de comprendre que nous sommes ici pour faire passer un message fort au gouvernement. Pour ce fait, il y a plusieurs intervenants issus du corps médical, des domaines de l'enfance ainsi que des parents ont voulu s'exprimer et témoigner. Des citoyens engagés qui, pour certains entre eux, travaillent sur le sujet depuis plusieurs années, et je remercie Radia, mais aussi l'organisateur de cette manifestation qui est Collectif Citoyen et qui est un mouvement politique initié par l'ensemble des citoyens soucieux de l'avenir et surtout celui de leurs enfants. Rappelons quand même que le décret Evras a été voté à quasi-unanimité, avec 3 ou 4 abstentions, par tous les partis politiques sans exception, que ce soit le MR, le PTB, le PS, le Écolo et les engagés. Ils se sont tous associés pour voter cette loi.
Et en plus, le jour où la loi est passée, après plusieurs manifestations, nous nous sommes rendus compte qu'ils se sont reculés un petit peu et on a appris avec une grande stupéfaction que nos députés maintenant ne votent plus des lois mais votent des concepts. Nous voulons que nos enfants grandissent dans un environnement respectueux de leur innocence et de leurs droits. Merci d'être ici aujourd'hui pour soutenir cette cause cruciale pour l'avenir de nos enfants. Et merci à tous. Merci. Ah oui. Est-ce que tout le monde va bien? Voilà, c'est très bien. Voilà, donc je présente en 2 mots notre mouvement collectif citoyen. Je suis un des coordinateurs. Nous sommes un regroupement de mouvements citoyens qui a démarré en 2019. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut simplement retrouver une vraie démocratie digne de ce nom, où les citoyens ont vraiment leur mot à dire. Il nous semble que démocratie, c'est Demos Kratos, le pouvoir au peuple. Et il nous semble qu'on est de moins en moins en démocratie. Je pense que maintenant, il faut que les citoyens s'expriment, soient informés et prennent leurs responsabilités. On n'est pas des populistes, on est des citoyens qui voulons reprendre le destin en main. Voilà pour la petite présentation de Collectif Citoyen. Alors, j'ai l'habitude de jamais de lire dans mes textes, mais là j'ai dormi que 2 heures. On m'a rédigé un texte, je vais le lire. Voilà, avec le cœur, mais je ne suis pas habitué à lire. Voilà, donc bonjour à tous, bonjour chers parents, chers citoyens engagés. D'abord un grand merci pour votre présence. Est-ce qu'on m'entend jusque dans le fond? Ça va? Magnifique. Alors pourquoi on a voulu organiser cet événement? C'est important. Plusieurs raisons. D'abord, on part du constat qu'il y a un fossé qui grandit de plus en plus entre nos politiques et les citoyens. Toutes les études universitaires montrent que 70 à 80% des citoyens ne sont plus en harmonie, sont même en défiance avec notre système particratique. Dans une démocratie, la volonté des peuples doit être exprimée par leur politique. Ce n'est plus le cas, les citoyens n'y croient plus. Voilà. Donc ça c'est un premier constat. Alors pourquoi aussi on est convaincu que la démocratie représentative est insuffisante? On ne peut pas aller voter tous les 5 ans ou 6 ans et puis dormir et nos maîtres décident à notre place. C'est plus possible. Voilà. Est-ce qu'on a voté est-ce qu'on a voté pour l'Ukraine? Est-ce qu'on a voté pour le Covid? Est-ce qu'on a voté pour les places? Oui? Non. Oui. Voilà. Eh bien, chaque fois qu'il y a des nouveaux sujets qui engagent la société, les citoyens doivent être informés et débattre, et nos représentants doivent appliquer la volonté des peuples. Voilà, ça c'est important. Alors, pourquoi on a organisé aussi cette manifestation? On veut une vraie place pour le débat et tous les vrais sujets de société. Est-ce que la Belgique est encore aujourd'hui une terre de débat et de compromis? Je pose la question, à chacun d'y répondre. On a choisi, suite au traitement médiatique du sujet de l'Evras, ainsi que des qualificatifs utilisés par les journaux ou même les politiques pour catégoriser ou à stigmatiser une partie de la population qui ne se reconnaît pas dans le décret. C'est pour ça qu'on organise cet événement. Voilà, ceux qui sont contre ne sont pas nécessairement stigmatisés. Un citoyen peut avoir droit au débat, pour ou contre. Tout à fait. Les citoyens demandent du débat, de l'information autour de ce sujet, qui a un impact sur le futur et le développement de nos enfants. C'est pas un petit sujet, c'est un sujet de société. Nous ici, collectif citoyen, on ne se prononce pas pour ou contre. On veut que le débat s'ouvre. Nos députés ont voté une loi sans que les citoyens soient informés, sans qu'ils soient consultés, et également sans qu'il y ait débat. Eh bien, aujourd'hui, on va ouvrir le débat. Voilà. Alors, il est ici question d'éducation, de relations interpersonnelles et non d'une guerre idéologique pour former les futures générations selon un moule décidé entre quelques personnes. Nos enfants sont tout. Ils sont ce que nous laissons après notre départ. Ils sont la trace de notre passage sur Terre et les bâtisseurs de demain. Oui. 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 Alors aujourd'hui, je vous rassure, il reste 2 minutes, je ne serai pas trop long. Aujourd'hui, c'est un jour historique.
On veut faire entendre notre voix. C'est plus le cas depuis des années en Belgique. Une démocratie, c'est pas ça. On vote et on se tait, c'est plus possible. On veut affirmer notre droit à être entendu. Et on rappelle humblement à nos élus que nous, citoyens, nous sommes tous les gardiens de notre démocratie, tous ensemble. Oui. Notre manifestation n'est pas simplement un rassemblement. Elle doit être l'expression de notre détermination collective à défendre notre droit à la consultation citoyenne, et ce, quel que soit le sujet, ainsi qu'à protéger nos valeurs et à préserver l'éducation de nos enfants. Alors on nous dit souvent, oui mais pourquoi tout à coup vous vous occupez du sujet Evras? On va s'occuper de tous les sujets qui engagent le destin de la société civile. En 2024, le collectif citoyen sera présent au niveau communal, régional, fédéral, à la européenne. Je termine. On dit haut et fort que la démocratie doit être participative et que chaque citoyen a le droit de contribuer aux décisions qui le concernent. C'est quand même dommage de rappeler les fondamentaux de ce qu'est une démocratie. Est-ce qu'on est encore en démocratie? Je pose la question. Attention, ne nous laissons pas détourner de notre voie. On est ici pour la protection de l'enfance. Il y a un principe qui s'appelle le principe de précaution. Oui. C'est important, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec nos enfants. Et la préservation de l'innocence. Alors, cette action aujourd'hui, excusez-moi, cette action aujourd'hui est commencée grâce, et surtout grâce à vous tous. Elle va se poursuivre. C'est le début d'un travail citoyen, d'une marche citoyenne. Tous les sujets importants, collectif citoyen sera présent pour informer les citoyens et surtout débattre. C'est les citoyens qui doivent décider. Nous, on n'est qu'un intermédiaire, un relais. Voilà, je termine. On doit devenir une force puissante. On doit travailler main dans la main. Il nous faut une démocratie vraiment participative où le citoyen doit pouvoir questionner toutes les choses importantes de société. Voilà. Tous ensemble déterminés, on est le changement et on veut vouloir voir ce changement venir dans la société. Tous ensemble. Voilà, tous ensemble, on va marcher vers un avenir. Grand merci à tous et je dis merci. Et j'aimerais que tout le monde dise la même chose en même temps. Nous devons nous faire entendre par tous les parlements, par le Parlement européen, etc. En démocratie, c'est le peuple qui décide. Et alors, je vais poser la question, et vous allez me dire, c'est le peuple qui décide. En démocratie, qui décide? C'est le peuple qui décide. Un peu plus fort. C'est le peuple qui décide. Oui, il faut que ça soit entendu partout. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. Merci les amis. C'est le peuple En qui démocratie, décide. c'est le peuple qui 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 décide. Donc maintenant, on va laisser la parole à... Bonjour. Alors moi je m'appelle Laurence Kaiser, je suis docteur en médecine, chirurgie, accouchement et médecin spécialiste en gynécologie obstétrique. Je suis également chirurgienne. Ça fait un peu plus de 2 ans que je m'exprime sur différents réseaux concernant toutes les attaques que nous subissons. Je m'exprime aujourd'hui en toute indépendance. Je ne suis pas ici pour représenter une religion ou un parti politique et je ne dépends d'aucun laboratoire pharmaceutique.
Le fait qu'il y ait si peu de gens aujourd'hui, parce que c'est vrai, c'est bien, on est là, mais on devrait être 1 million, et même plus. Ouais. Le fait qu'il y ait si peu de gens aujourd'hui, c'est parce qu'on nous a conditionnés à l'obéissance depuis qu'on est tout petit. Et depuis que nos parents sont tout petits, nous avons appris à respecter et écouter les figures d'autorité, les policiers, les enseignants, les médecins. Nous obéissons sans réfléchir. Nous avons délégué absolument toutes les parties importantes de nos vies à d'autres que nous. Nous avons donné la santé aux médecins. Nous avons donné la responsabilité de l'éducation de nos enfants à l'éducation nationale, qui devrait être l'instruction publique et non l'éducation. Nous avons délégué notre sécurité à d'autres. Nous avons finalement abandonné nos droits. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que nous n'avons pas à lutter contre des gouvernements. Le problème est bien plus haut que ça. Le problème, c'est que les riches de ce monde ont déclaré la guerre au peuple. Ils ont déclaré la guerre aux pauvres que nous sommes. Derrière tout ça, caché derrière l'OMS et l'ONU, il y a des gens qui n'ont ni religion, ni même de pays. Ils n'ont pas de nationalité, ils sont partout et nulle part à la fois. Ils ont les moyens que nous n'avons pas, croient-ils. Parce que nous avons le nombre. Nous sommes des milliards sur cette planète. Et eux, les vraiment très très riches, ils sont une petite poignée, 300-400, pas plus. Le reste sont des gens corrompus, des gens dont on a lavé le cerveau, parfois quand ils étaient tout petits. Il faut connaître le programme MK Ultra qui consiste à briser les enfants par la maltraitance, y compris de la maltraitance sexuelle. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir apparaître dans nos écoles. Ils veulent mettre la main sur nos enfants pour les détruire. Madame, s'il vous plaît. Ils veulent mettre la main sur nos enfants pour en faire des citoyens obéissants, pour avoir sous la main de quoi satisfaire leurs pulsions perverses. Ils veulent transformer l'humanité en quelque chose qui ne sera plus ni homme ni femme, mais il y a même un projet complètement délirant de transhumanisme, c'est-à-dire de mixer l'homme avec la machine et les LGBT. C'est le début de ça. Et je n'ai absolument rien contre ces personnes LGBT. Beaucoup vivent des choses difficiles et beaucoup demandent seulement à ce qu'on leur foute la paix. Mais il y a de la propagande. Et quand il y a de la propagande qui infiltre tous les réseaux, les médias, la télévision, les concours de Miss, etc., il y a du fric. D'où vient ce fric? De tout en haut. Et c'est ça qu'il faut vraiment réaliser. Ça ne changera rien de changer de gouvernement, ça ne changera rien de voter pour quelqu'un d'autre. Il faut que nous redevenions, nous acteurs de nos vies, sur tous les plans. Il faut reprenez votre santé en main, refusez ces injections qui sont toxiques, elles sont mortelles. Regardez autour de vous ce qui se passe. On a vu passer une ambulance tout à l'heure. J'ai pas pu m'empêcher de me demander si c'était pas une myocardite ou un AVC. Donc il faut vraiment prendre conscience. On nous attaque de toutes parts. On nous attaque avec les vaccins pour les enfants. On va les transformer, les vaccins pour les enfants. Ils vont mettre des trucs expérimentaux dedans. Il faut le savoir. Ils veulent vacciner les enfants contre un virus qui s'appelle le papillomavirus. Et ce vaccin protège contre 9 des 200 virus. Ça ne sert à rien ce vaccin. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? C'est toujours les mêmes qui fabriquent ça. Les fabricants de médicaments ne veulent pas qu'on soit en bonne santé. Ils veulent qu'on soit malade. Ils amènent dans la société beaucoup de problèmes au niveau santé. Vous voyez qu'il y a de plus en plus d'allergies, de plus en plus de maladies auto-immunes. Posez-vous des questions. D'où vient cette épidémie d'autisme? Il faut vraiment se poser des questions. Qui fabrique les vaccins et pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous veut? Reprenons en main notre santé, notre sécurité, l'éducation de nos enfants. Redevenons des citoyens actifs partout sur la planète. Bravo! Ils vont essayer de nous séparer.
Ils l'ont fait depuis le début. La première mesure anti-Covid, ça a été quoi? Ça a été d'attaquer le lien à l'autre. Ils nous ont enfermés et on a obéi. Il faut désobéir. La désobéissance civile est un devoir. C'est un droit et c'est un devoir quand les lois sont mauvaises. Ils ont attaqué le lien, ils ont essayé de nous séparer. Peu importe quel est le nom du Dieu qu'on prie, ou même si on prie aucun Dieu, nous partageons des valeurs, nous sommes des êtres humains et nous avons tous le droit d'être sur cette planète. Il faut vraiment se rendre compte que les parents, vous avez évidemment beaucoup de pouvoir, mais vous allez avoir besoin de professionnels pour vous défendre. Les juges devant les tribunaux, ils écoutent les parents comme des témoins, mais ils appellent des experts. Vous allez avoir besoin de médecins, vous allez avoir besoin de pédopsychiatres, vous allez avoir besoin de psychologues. C'est très important de rassembler des professionnels de la santé. Vous ne pouvez pas y aller tout seul, sinon vous allez vous faire laminer. Vraiment, il faut vous unir en collectif. Et il faut avoir des avocats, mais il faut aussi vous mettre en lien avec les professionnels de la santé. C'est indispensable. À l'international, nous faisons des grandes alliances pour le moment entre pédopsychiatres, psychologues, une gynécologue, c'est moi. Mais il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Et donc, on va vous aider, les venez vers nous. Mais ne vous laissez pas effrayer par les étiquettes. Anti-vax, complotistes, d'extrême droite, musulmans intégristes, catholiques, on s'en fiche de ça, nous sommes des êtres humains et nous aimons nos enfants. Je sais qu'il y a un pédopsychiatre qui doit prendre la parole, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, il est là, bonjour Frédéric, donc il est beaucoup plus grand que moi. Je vais donc lui céder la parole, mais sachez qu'on ne lâche rien et on va vous donner aussi des outils pour que vous puissiez contrer avec leurs propres armes tous ces pervers qui sont derrière les gouvernements. Les produits qu'on veut donner à nos enfants pour changer de genre sont toxiques et c'est noté dans les notices de médicaments. Donc il faut utiliser ça vraiment comme... Il nous donne les armes en fait. Et si on écoute bien, il nous donne souvent les armes parce qu'il nous donne les informations sur ce qu'ils vont faire. Donc il faut les écouter. Et il faut utiliser ces armes contre eux. Et il faut rester créatif parce que eux, ils fonctionnent, ces ultra riches fonctionnent vraiment comme des pervers, des manipulateurs pervers. Et ce sont des personnes qui attaquent toujours de la même façon. Donc il faut rester unis, mais il faut rester imprévisible, créatif et il faut vraiment zigzaguer pour leur échapper. Et on va y arriver, on sera de plus en plus nombreux. Pour nos enfants, 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 on a tenté d'intimider par l'ordre des médecins, il a été intimidé. Mais bon, la vérité, ça prend les escaliers, et le mensonge prend toujours l'ascenseur. Et tout va sortir un jour. Hein. C'est un pédopsychiatre. Mieux que lui, on ne trouvera pas. Hein. Merci beaucoup. Alors ça va être dur après Laurence qui lui a bien chauffé la salle là ici pour reprendre le relais. J'ai un peu peur de faire redescendre un peu parce que bon, je suis passé par des endroits, des espèces de passages à piétons qui étaient colorés en arc-en-ciel. Je pense que c'est pas anodin. Ça montre que bon, l'État est en train de faire une propagande autour de ce genre de système et c'est pas... Oui, je dois l'éloigner, c'est ça? Ok. Alors vous avez probablement lu la presse, la RTB, hein, qui n'hésite pas à diffamer et à dire des mensonges. Je ne reviendrai pas sur l'article qui diffame, mais on ne va pas savoir répondre à tout, on va tenter. Hein. Mais avant, ils avaient sorti un premier article, la RTB qui est donc subventionnée par l'État,
reprend ce que les opposants reprochent à l'Evras et tente de rassurer la population. Donc, malheureusement, on relève quelques anomalies dans leur article. L'article dit que ça existe depuis 10 ans et que rien ne changera avec le guide qui n'est qu'un repère, mis à part le fait que l'Evras sera obligatoire et généralisé au lieu d'être dispensé uniquement dans 20% des écoles. Eh bien, c'est justement ça qui nous inquiète, parce que déjà, on a plusieurs témoignages qu'on a recueillis, et si vous allez sur le site que nous avons créé avec notre collectif, Sauvons nos enfants, il y a des enfants et des parents qui sont déjà choqués des passages à l'acte sexuel entre enfants, et donc on voit déjà les résultats de ce genre d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Alors, dans ce guide, tout n'est pas nécessairement mauvais, il y a des choses sur le relationnel et l'affectif qui sont correctes, mais malheureusement ça ne s'arrête pas là. La partie de l'Evras qui traite d'autre chose que la sexualité n'est pas critiquée par notre association. On pense même que c'est une partie qui mérite d'être maintenue. Par contre, le guide qui se veut un repère parle bien de sexualité, de masturbation, de pornographie, et donc d'actes sexuels à des âges précoces, allant de 5 à 12 ans, comme pourtant c'est mentionné dans le reste de l'article. Alors, pourquoi tenter de le nier? Ce qu'on ne dit pas dans l'article de la RTBF, en décrivant le processus type d'une séance, c'est que les parents ne sont pas mis au courant et que le professeur ne peut pas y assister. C'est injustifiable. Ça constitue un défaut de transparence, mettant ces animations en porte-à-faux par rapport à l'article 24 de notre Constitution, qui indique que la communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. De même, parler de consentement en matière de sexualité à un enfant de 9 ans, ce n'est pas admis dans la loi. C'est l'article 417.6 du Code pénal qui dit qu'un mineur qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans accompli n'est pas réputé avoir la possibilité d'exprimer librement son consentement. Les libellés des thèmes semblent propres, mais c'est dans les détails des contenus que ça change. Il est spécifié dans cet article que l'on n'aborde que les questions que les enfants soulèvent. Donc, si je comprends bien, si un enfant de 8 ans a été confronté à de la pornographie et en parle devant les autres lors de ses animations, c'est toute la classe qui va devoir entendre ce que l'animateur va répondre. Est-ce que les autres y ont consenti? Il est évident que le risque d'amener des contenus inappropriés pour les enfants de manière collective est bien présent. On rappelle dans l'article que les animations concerneront la 6e primaire et la 4e secondaire. D'abord, il faut remarquer que le fait de démarrer en début de puberté et avant les premières relations sexuelles, c'est louable et de bon sens, mais en lisant le guide, on remarque que tous les âges ont été envisagés. C'est-à-dire qu'il y a bien l'intention d'étendre aux plus jeunes. Nous avons déjà assisté à cette technique qui consiste à faire passer petit à petit les mesures l'une après l'autre, en commençant par les plus faciles à admettre. D'autre part, si le guide était de fait si irréprochable et important, pourquoi se contenter de n'en faire bénéficier qu'une partie des enfants qui seront concernés in fine? Bravo! Dire que le contenu peut être modifié me laisse perplexe. En effet, suite aux remarques de pédopsychiatre et du député Nicolas Janssen, seule une page a été retirée du guide concernant les échanges de photos dénudées, les nudes, et de sextos dans le consentement dès 9 ans. Mais ces échanges apparaissent néanmoins et restent banalisés dans d'autres passages du guide. Ainsi, on peut lire à la page 285 pour les 9-12 ans qu'ils peuvent appliquer les règles de base concernant l'envoi des photos intimes, les nudes. 9-12 ans.
à la page 288 qu'il faut reconnaître que les sextos ne sont pas une pratique problématique s'ils sont faits en accord, dans le respect et la confiance avec l'autre. Ça parle de soi, hein. Selon l'article de la RTBF, les animations Evras ne visent qu'à compléter l'éducation des parents. Je comprends votre réaction. Je pense qu'il est plus probable que cela vienne même à l'encontre de leur éducation et de leurs valeurs. Je pense à ces parents qui sont décontenancés parce que leur petite fille de 9 ans leur a demandé juste après l'animation Evras si eux aussi se masturbaient, alors qu'ils tentaient d'instaurer un respect de l'intime, de la pudeur et surtout dans le transgénérationnel et de respecter l'innocence de leur enfant. Je pense, oui. La pédophilie, carrément. L'article dit que le guide n'est pas destiné aux enfants, mais aux professionnels. Les acteurs ne vont-ils pas précisément s'inspirer du guide pour parler aux enfants? Quant au sujet abordé devant les plus jeunes, les témoignages recueillis sont éloquents et ne laissent aucun doute sur les dérives possibles. Que dire de cette animatrice pourtant formée et professionnelle qui a pris l'initiative de montrer ses seins aux enfants, par exemple? En prison! Nous lisons dans l'article que la masturbation est une thématique qui s'adresse aux enfants de 12-14 ans. Pourtant, on peut lire dans le guide Evras, page 187 pour les 9 à 11 ans, connaissance et savoir, l'amour, être amoureux et amoureuse, le plaisir, la masturbation, l'orgasme. Et pire, page 202 pour les 5 à 8 ans. Ressentir, exprimer le plaisir, la satisfaction ou le déplaisir lié au toucher de son propre corps. Pourquoi ces apprentissages? Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel des enfants de 5 à 8 ans, les enfants se procurent du plaisir par autostimulation très tôt, vers 2 ans. Vous faites bien de réagir, parce que c'est absolument faux. À 2 ans, si un enfant, je peux le dire en tant que pédopsychiatre, si un enfant se tripote, ce n'est pas associé à un plaisir et encore moins à une sexualité, mais à une sensorialité. Il ne s'attarde d'ailleurs pas plus à toucher ses organes génitaux qu'à sucer son pouce ou son gros orteil. Y associer la notion de recherche du plaisir est liée à une perception de sexualité d'adulte chez les enfants et ne correspond à aucune donnée scientifique. Le risque de cette confusion dès le plus jeune âge, c'est de favoriser, voire légitimer les approches de prédateurs. D'ailleurs, si on remarque qu'un enfant de moins de 11 ans a un comportement sexualisé ou masturbatoire précoce, il est indiqué de s'interroger sur la possibilité pour cet enfant d'avoir vécu des abus ou des attouchements ou d'avoir été témoin de scènes inappropriées à son âge. L'article tente aussi de démontrer que le guide ne fait pas l'apologie de la pornographie et n'y incite pas les enfants. Pourtant, l'influence positive de la pornographie est bien mentionnée dans le guide Evras. Page 137 pour les 9 à 11 ans. Influence positive et négative des médias, des pornographies. Page 210 pour les 12 à 14 ans, comprendre les usages de la pornographie, ses avantages et ses inconvénients. Il faudra qu'on me dise quels avantages il y a. Alors, dès lors qu'un adulte parle à des enfants de ce genre de sujet, ça a un effet possiblement effractant, c'est-à-dire ça peut provoquer un trauma, surtout chez des enfants qui sont encore en phase de latence et qui ont besoin de mettre à distance ce genre de contenu pour pouvoir poursuivre leur développement psycho-affectif. Ça a aussi un effet excitant et la curiosité de l'enfant fait le reste.
Donc si on parle de ce genre de contenu, il est possible que même les enfants qui n'ont pas eu accès à ce genre de choses vont être curieux et vont aller voir. Donc c'est une incitation, rien de plus. Nous le rappelons, si l'un des enfants aborde un thème devant le reste de la classe, tous les autres seront concernés, qu'ils aient ou non consenti. Ils veulent rendre les gens malades. Qu'est-ce qu'on va faire de vos enfants? Comment est-ce que la ministre a pu ignorer les infractions aux lois et cautionner, voire promouvoir de tels contenus? Comment les parlementaires n'y voient rien à redire? L'article tente aussi de défendre le guide Evras quant à l'impact potentiel sur les demandes des jeunes d'effectuer des transitions de genre. Et pourtant, à la page 162, dès l'âge de 9 ans, il est écrit « Se sentir libre de questionner les normes et stéréotypes de genre pour trouver son point de confort ». Il s'agit de l'ensemble des éléments pouvant être mis en place par une personne transgenre afin de favoriser le sentiment de bien-être par rapport à sa propre identité de genre. Adopter une démarche différente, changer sa façon de s'habiller, prendre des hormones, recourir à des opérations chirurgicales. Il nous semble évident que si l'on met dans la tête d'un enfant de 9 ans qu'il est possible que son genre perçu ne corresponde pas à son sexe biologique, ça risque de déstabiliser la construction de son identité et de créer une suggestion de passage à l'acte à un âge où se sentir mal dans sa peau est plutôt courant à la préadolescence. Et on assiste d'ailleurs à une augmentation des demandes de transition de genre chez les jeunes depuis 2017. Il y a également des procès de personnes qui ont transitionné sous influence et qui souhaitent détransitionner. Ils s'aperçoivent que ce n'est pas réversible, contrairement à ce qu'on leur avait promis. Ces transitions sont associées à de grandes souffrances, ce qui n'est pas non plus évoqué. L'impact de ces informations scolaires est donc préoccupant dans la mesure où elles ont le potentiel d'affecter la santé publique. La question de la tolérance par rapport au changement de genre est très souvent abordée dans le guide. Il y a 437 occurrences pour le mot « genre ». Si le but est l'inclusivité, pourquoi ne pas développer simplement l'empathie de manière générale, sans la consacrer spécifiquement à la question de la transidentité? N'y a-t-il pas un effet de propagande déjà fort présent dans la société? Je parlais des passages à piétons. L'article prétend aussi qu'il n'est pas écrit dans le guide que l'enfant a une sexualité dès la naissance. C'est complètement faux. Page 192, pour les 9 à 11 ans, la sexualité est présente dès la naissance et est imprégnée du contexte social. Et page 202, référence 50, qui a déjà été évoquée, renvoie à un article canadien qui commence par « Sexuality begins at birth ». C'est bien clair. Ce lien ne présente aucun argument scientifique. Et on rappelle que c'est non seulement faux, mais source de confusion de langage, qui est connu par plusieurs pédopsychiatres et qui a été renseigné. Considérer une sexualité dès la naissance, ça implique de permettre aux adultes de présenter trop tôt un contenu sexualisé à un âge où la maturité neurodéveloppementale ne permet pas de l'intégrer. Ça a donc un effet effractant et peut aussi conduire à une hypersexualisation précoce des enfants, très profitable aux pédophiles. Le consentement dans les relations sexuelles de nature transactionnelle. Là aussi, l'article en parle. Une fois de plus, on se réfère à la loi qui dit qu'il n'y a pas de consentement possible avant 16 ans et que c'est quand même relativement dangereux de mettre dans la tête des enfants sous cet âge qu'il pourrait y en avoir un, sous peine de les mettre en danger d'une sexualité précoce et, encore une fois, d'être des victimes de gens mal intentionnés. L'article voudrait présenter ce qui se dit dans le guide comme ayant des intentions louables. Pourtant, la réalité du texte est on ne peut plus claire. Il s'agit bien de parler à des enfants de moins de 16 ans de la possibilité de consentir à des relations
de nature transactionnelle. L'article finit en disant l'importance du consentement est aussi affirmée par les nombreuses récurrences de ce mot et dès le plus jeune âge. N'est-il pas possible d'apprendre à dire non, tout simplement, sans évoquer la possibilité de consentir pour des enfants qui n'en ont pas l'âge? En termes de communication et de psychologie, ça paraît évident, mais le but est peut-être autre. Alors certes, la pression sur les gouvernements est forte, étant donné que ces directives concordent avec celles de l'OMS. Mais il nous paraît important, en termes de santé, de garder nos capacités de discernement dans chaque pays. Il n'y a pas que la Belgique. Et ailleurs, ça va bien plus loin. En Allemagne, par exemple, en France, de garder aussi notre souveraineté afin de pouvoir décider si oui ou non ces directives doivent être appliquées en fonction du bon sens, de l'avis de spécialistes de la santé et de psychiatres et de la démocratie. Merci de m'avoir écouté. Bravo! Pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. Pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu qu'il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt qui se font malmener, puisqu'ils en seraient quittes en cessant de servir. C'est le peuple qui s'asservit et qui se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d'être soumis ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug qui consent à son mal, ou plutôt qui le recherche. S'il lui coûtait quelque chose pour recouvrer sa liberté, je ne l'empresserai pas, même si ce qu'il doit avoir le plus à cœur est de rentrer dans ses droits naturels, et pour ainsi dire, de bête redevenir homme. Mais je n'attends même pas de lui une si grande hardiesse. J'admets qu'il aime mieux, je ne sais quelle assurance, de vivre misérablement qu'un espoir douteux de vivre comme il l'entend. Mais quoi? Si pour avoir la liberté il suffit de la désirer, s'il n'est besoin que d'un simple vouloir, se trouvera-t-il une nation au monde qui croit la payer trop cher en l'acquérant par un simple souhait et qui regretterait sa volonté de recouvrer un bien qu'on devrait racheter au prix du sang et dont la perte rend à tout homme d'honneur la vie amère et la mort bienfaisante? Pour acquérir le bien qu'il souhaite, l'homme hardi ne redoute aucun danger. L'homme avisé n'est rebuté par aucune peine. Seuls les lâches et les engourdis ne savent ni endurer le mal, ni recouvrer le bien qu'ils se bornent à convoiter. L'énergie d'y prétendre leur est ravie par leur propre lâcheté. Il ne reste que le désir naturel de le posséder. Ce désir, cette volonté commune aux possessions, aux sages et aux imprudents, aux courageux et aux couards, leur fait souhaiter toutes les choses dont la possession les rendrait heureux et contents. Il en est une seule que les hommes, je ne sais pourquoi, n'ont pas la force de désirer. C'est la liberté, bien si grand et si doux. Dès qu'elle est perdue, tous les maux s'en suivent, et sans elle, tous les autres biens, corrompus par la servitude, perdent entièrement leur goût et leur saveur. Bravo!